Bonsoir et bienvenue à tous et toutes à ce premier webinaire de Combit Femmes Caraïbes, je m'excuse, qui va à s'approprier ce terme. La femme potomitan représente un mythe problématique qu'il faut décortiquer et déconstruire afin de réapprendre à vivre ensemble, non seulement dans le foyer, mais aussi au sein de notre société. Revendiquée et révérée par certains et certaines, réfutée et questionnée par d'autres, qu'est-ce qui nous pousse tant en tant que société à adopter et perpétuer un tel mythe? Devrait-on s'approprier ce terme au nom de nos traditions et de notre histoire, ou tout simplement le rejeter? Cette image de la femme potomitan est-elle en fait fidèle à la réalité que nous vivons en tant que femmes sur nos îles insulaires? Le Combit Femmes Caraïbes, lui, décide d'interroger et d'ouvrir le débat. Et si nous déconstruisions le mythe de la femme potomitan? Pour cela, nous avons concocté un panel de femmes militantes et éloquentes qui, informées par leurs recherches, partageront leur point de vue sur la question. Nous avons donc avec nous Madame Clara Palmiste, qui est maîtresse de conférences en histoire. Clara Palmiste, elle a fait des recherches en histoire sur le genre ainsi que la situation des femmes en Guadeloupe depuis la fin du 19e siècle. Elle nous apportera donc un point de vue historique sur la construction de ce mythe que nous connaissons de nos jours. Nous avons Madame Sabine Lamour qui est en direct d'Haïti. Donc, on a un peu une diversité d'îles caraïbéennes, qui est docteure en sociologie à l'Université d'État d'Haïti, ainsi que coordinatrice générale à la SOFA, Solidarité Femmes Haïtiennes. Elle a écrit une thèse sur les femmes et le potomitan en Haïti. Elle a aussi participé à l'ouvrage collectif qui s'intitule « Déjouer le silence », qui apporte une approche féministe des sociétés caraïbéennes. Son propos s'accent plus particulièrement sur Haïti. Dans le cadre de notre webinaire ce soir, elle nous parlera plus en détail de la question de la fabrication de la femme potomitan et de la socialisation que nous avons connue en tant que femmes afin de devenir cette femme potomitan. En troisième position, je dirais, nous avons Nadia Chonville, qui est docteure en sociologie en Martinique. Nadia, elle a travaillé sur les questions d'homosexualité. Sa thèse porte sur la reproduction du sexisme et de l'homophobie au sein du lycée, des établissements scolaires en Martinique plus précisément. Et dans le cadre de notre discussion, elle nous exposera l'arnaque que représente ce mythe pour les femmes et la question de la puissance symbolique qu'est en effet ce mythe. Elle développera un peu plus là-dessus. Et enfin, pour terminer, nous avons Stéphanie Mulot, qui est professeure des universités en sociologie. Elle mène depuis bien longtemps des recherches sur la famille antillaise, la femme, le foyer antillais plus largement, ainsi que la mémoire de l'esclavage. Elle est l'auteure d'une thèse sur la matrifocalité qui s'intitule « Je suis la mère, je suis le père, l'énigme matrifocale. Relations familiales et rapports de sexe en Guadeloupe ». Ce qui l'a donc tout naturellement amené à interroger la question de la femme potomitan, ou du moins du mythe de la femme potomitan. Elle nous parlera de comment le potomitan est un personnage ambivalent, paradoxal et clivant. Elle expliquera tout cela un peu plus tard dans notre webinaire. Donc voilà en fait en quelques mots la structure de la discussion que nous avons concoctée pour vous ce soir. Et avant de passer la parole à notre premier intervenant, qui sera donc Clara Palmiste, je tiens juste à vous préciser que vous pouvez à tout moment poser des questions dans le chat et des réflexions dans le chat qui vous est accessible, et à la fin de notre discussion, nous ferons un plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos réflexions tout au long, et puis on rebondira là-dessus. Alors, sans perdre plus de temps, je vais passer la parole à Madame Clara Palmiste, afin qu'elle nous parle un peu plus du point de vue historique, comment on en est arrivé à ce mythe que nous connaissons aujourd'hui de la femme potomitan. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à ce premier webinaire de l'association Combit Femmes Caraïbes. Et ravie aussi de partager donc cette table ronde avec trois spécialistes donc, dans l'anthropologie, sociologie de Guadeloupe, Martinique et Haïti sur la figure du potomitan. Je commencerai par dire qu'avec le développement de l'histoire des femmes, et j'en prends par exemple
pour exemple, le numéro Clio sur le genre dans les mondes caribéens, qui a été publié en 2019, mais également les travaux sur les féminismes noirs. Les chercheurs ainsi que la société civile formulent depuis quelques années des interrogations sur la figure et la place du potomitan. Quand cette figure apparaît-elle? Est-ce qu'elle satisfait aux besoins d'émancipation et d'égalité des femmes d'aujourd'hui? Donc moi, face à tous ces questionnements, je vais aujourd'hui aborder la question d'un point de vue historique et je m'excuse par avance puisque je vais vraiment brosser des traits sans entrer trop dans les détails. Et bien sûr, je serai ravie, si vous avez des questions à la fin, d'y répondre. Donc, aborder cette question du point de vue historique afin de comprendre comment s'est opérée la construction du mythe et ce qu'elle révèle de la représentation des femmes et du rôle qui leur est assigné dans la société. Alors, dans les archives du milieu du 19e siècle, première moitié du 20e siècle, le terme potomitan n'apparaît ni dans les documents émanant de l'administration, ni dans la presse et ni dans les discours lors de cérémonies publiques, discours qui généralement sont retranscrits par la suite sur divers supports, la presse ou des livrets. Alors, cela interpelle car souvent, on entend dire « la femme potomitan a toujours été le pilier de notre société antillaise ». Alors, c'est comme si ces sociétés antillaises étaient immuables, de même que leurs composantes. En gros, rien n'aurait changé depuis l'esclavage jusqu'à nos jours. Et que la figure de la femme potomitan était nécessaire pour pallier l'absence de figures féminines valorisantes, telles que Michel Perrault a qualifiées d'invisibles, d'oubliées de l'histoire. Je parle bien sûr des femmes qui sont restées longtemps absentes des récits historiques. Alors, si le terme n'apparaît que dans la deuxième moitié du XXe siècle, il convient de s'interroger sur la réalité à laquelle il renvoie. Alors, en général, le mythe est créé pour répondre à des besoins culturels, historiques. C'est une représentation qui est généralement idéalisée. Au cours des siècles, les figures mythiques se créent, se réinterprètent, se renouvellent, et à travers ce mouvement, les modèles et les valeurs qui se renforcent ou évoluent. Donc, si ce terme potomitan n'existe pas dans la période mentionnée, donc, la période que j'ai étudiée en gros, milieu du 19e jusqu'à la première moitié du 20e siècle, on peut se demander quelle est la figure qui s'y apparente le plus. Alors, quand on regarde les discours et les représentations sur les femmes antillaises du milieu du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle, un modèle de femme va être mis en valeur. Et ce modèle, c'est ce que je vais montrer à travers ma présentation, ce modèle va évoluer. Alors, on a donc ce modèle de la femme, bonne épouse, bonne mère, respectable, et qui correspond au modèle véhiculé par l'Église catholique. Et à travers cette femme qu'on veut bonne mère, bonne épouse, c'est également l'objectif est de régénérer la société, puisque cette femme va être également considérée comme le pilier du foyer, se sacrifiant pour ses enfants. Donc, en gros, elle est confinée dans une sphère privée et elle est peu présente dans la sphère politique. Alors, ce premier modèle dominant est très influencé par le modèle français bourgeois, où la religion consacre la soumission des femmes. Ça ne date pas du 19e. Et on a également, parallèlement, un dispositif législatif. Je parle bien sûr du Code civil de 1804, dit Code Napoléon, qui va être appliqué dans les îles en 1805. Et ce dispositif législatif va entériner l'incapacité juridique de la femme et son infériorité par rapport à l'homme. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce modèle est aux antipodes des expériences vécues par la majorité des femmes, celles issues donc des classes populaires, qui ni durant l'esclavage, ni durant la période post-esclavagiste, ne se sont conformées à ce modèle dominant. Alors, ce modèle dominant, donc de femmes mariées, respectables, va être relayé également par l'école et porté à son paroxysme par les femmes philanthropes, les dames patronesses,
souvent épouses de fonctionnaires ou de personnalités en vue dans les colonies, qui vont porter assistance aux femmes des classes populaires, aux enfants et en général aux déshérités. Alors, des femmes éduquées, et c'est ce qui souvent apparaît dans la documentation que j'étudie, des femmes éduquées non pas pour trouver un emploi, mais pour être de bonnes épouses, s'occupant de leur foyer et éduquant leurs enfants à être de bons citoyens. Et ça, notamment, la Troisième République va, dans les discours donc, du début 20e siècle, on a fin 19e, début 20e, on a également cet aspect-là. En face, on a un modèle qui n'est pas du tout valorisé, celui des femmes, qui constituent donc une majorité, des femmes qui ne sont pas forcément mariées, qui luttent pour la survie de leur famille et qui ont laissé peu de traces dans les sources écrites et dont les parcours restent encore à reconstruire. Donc, avec l'amélioration de l'éducation des filles, les discours vont changer progressivement, notamment dans l'entre-deux-guerres, même si le modèle dominant reste encore celui de la femme éduquée, mais qui s'investit largement dans la sphère publique par rapport à l'emploi, par rapport à l'intégration dans des sociétés de secours mutuel, par rapport également à des sociétés de loisirs qui vont être créées dans l'entre-deux-guerres. Mais elle est encore cantonnée à la sphère privée. Alors, dans les années 40-43, et j'aime bien parler de cette période, une période, je pense, qui est quand même cruciale pour les Antilles, Vichy va renforcer le rôle de la famille et renvoyer les femmes au foyer. Il y a aussi un contrôle de la moralité qui, à mon avis, ne date pas de Vichy, qu'on retrouve également dans plusieurs discours dès la fin du 19e siècle, mais Vichy va exacerber un peu ce contrôle. Alors, cette politique va se manifester notamment par la révocation des femmes mariées de l'administration par la loi du 11 octobre 1940. Et du coup, c'est un coup dur à la lente intégration des femmes dans l'administration. Et cette révocation des femmes mariées visait, bien entendu, à dépolitiser les services. C'était également utilisé comme des représailles contre les opposants au régime. Donc, en gros, on attaquait les femmes, on attaquait les maris, mais à travers les femmes. Donc après, avec l'octroi du droit de vote et d'éligibilité en 1944, c'est un siècle, en gros, que les femmes doivent rattraper depuis l'octroi du vote en 1848 aux hommes des Antilles françaises. Donc la société s'adapte lentement, sollicitant le vote féminin, comme elle l'a toujours fait, même quand les femmes n'avaient pas le droit de voter. Mais la société va avoir du mal à concevoir donc, la participation des femmes dans l'arène politique au même titre que les hommes. Alors, dans les années 50-60, les femmes vont se rendre compte que le droit de vote n'a pas changé leur situation et qu'il existe de réels freins pour celles désireuses de se lancer en politique. Alors, ce modèle que j'ai mentionné précédemment va évoluer. Et on le voit surtout par le fait que les femmes célibataires ou vivant seules avec des enfants vont subir moins de pression sociale. Et donc, le terme potomitan, je crois qu'on peut le situer dans les années 70-80, va en quelque sorte rassurer les femmes et donner l'illusion d'un pouvoir, donc valorisation du courage des femmes, de leur dévouement à leur foyer, de leur sacrifice et de leur rôle incontournable dans le foyer. Donc, il y a eu probablement besoin à un certain moment de repères, de construction de modèles féminins valorisants. Et ce n'est pas propre à nos sociétés. C'est par exemple dans les années 70 qu'André Schwarzbart va s'inspirer du personnage historique de la mulâtresse solitude, dont l'historien Auguste Lacour n'accorde pourtant que quelques lignes. Et la mulâtresse solitude va devenir un symbole des luttes et des résistances des femmes à l'esclavage. Donc là, c'est également un personnage qui va être élevé au rang de mythe. Et quand on regarde en fait les documents historiques, on voit que finalement, on a très peu d'éléments. Mais ce mythe va être important dans la construction
de symbole de résistance à l'esclavage. Alors, je terminerai, puisque je vois que le temps a filé, en disant que ce modèle dont j'ai parlé au début a donc évolué. Ce qui, par exemple, au 19e, 20e siècle pouvait être jugé comme valorisant, ne l'est plus, hein, à la fin du 20e siècle et au 21e siècle. La situation des femmes a bien entendu changé et les exigences d'égalité ont bouleversé les rapports hommes-femmes. Il y a aussi la question de la parité et d'autres enjeux qui parcourent les relations hommes-femmes, obligeant certainement à un positionnement, une redéfinition ou une déconstruction de ce mythe. Je vous remercie. Merci Clara pour ce point de vue historique, parce que je pense que c'est important. Comme tu l'as dit, très facilement, on dit le plus souvent, oui, ça vient de l'esclavage, c'est quelque chose qu'on a hérité du Code noir ou de notre situation au moment de l'esclavage, mais c'est plus complexe que ça. Et donc, on voit bien qu'il y a une évolution et que c'est un modèle qui a donc été, qui est en réponse en fait à un besoin bien particulier dans nos sociétés et qui, donc, si c'est quelque chose qui évolue, pourquoi pas évoluer vers maintenant la déconstruction, puisqu'il a été utile à un moment, mais l'est-il de nos jours? Est-ce un mythe qui est encore utile de nos jours? Nous pensons que non, mais peut-être que certains pensent que oui. Alors, notre prochaine invitée, notre prochaine panéliste, c'est Madame Sabine Lamour, qui nous appelle d'Haïti. Sabine? D'accord. Merci beaucoup Solène. Et bon, je suis bien contente de participer à ce webinaire et je remercie aussi Combité et Femmes Caraïbes pour l'invitation. Et je dis merci aussi aux participants et aux participantes et au webinaire. Bon, moi-même, je pense que je dois vous dire d'abord que l'histoire que je vais mettre en évidence, et bon, ce que je vais mettre en évidence ne fait pas partie de l'histoire que Clara a présentée avant moi, parce que moi, puisque je vis en Haïti, j'ai fait mon recherche à partir d'Haïti et la recherche aussi est inscrite dans l'histoire de ce pays. Et comment est-ce que je suis venue à me questionner sur le potomitan? C'est dans le cadre d'une recherche menée sur les rapports sociaux de sexe en Haïti, une thèse doctorale. J'ai rencontré le mot dans les propos de mes interlocutrices, et le mot potomitan, et j'ai commencé à interroger le mot et les réalités auxquelles le mot se réfère en menant des récits de vie approfondis avec plus de 50 femmes en Haïti et d'autres personnes qui travaillent sur la question des rapports sociaux de sexe en Haïti. Mais il faut dire que au fur et à mesure que j'avançais dans mes investigations, j'ai fini par saisir aussi que on ne s'improvise pas potomitan et que jouer ce rôle est avant tout une disposition sociale acquise que la société transmet dans un processus de socialisation complexe et continue aux filles au moment de leur socialisation primaire et aux femmes dans le cadre de leur socialisation secondaire. Et dans ce processus, les femmes à l'intérieur des familles jouent un rôle de premier plan dans l'inculcation des valeurs qui vont permettre aux femmes de jouer ce rôle. Par exemple, le potomitan en tant que rôle social, et bon, je comprends le potomitan comme une forme de matrimoine dispositionnel, et cela signifie, c'est-à-dire les femmes transmettent à leurs filles, nièces, cousines, filleules, sœurs, des manières de voir, des manières de se sentir et d'agir, et durables via un ensemble de pratiques et de discours. Et l'incorporation de ces pratiques et discours repose sur la production et la reproduction d'un ensemble d'expériences qui apparaît comme étant propre aux femmes à un certain moment dans la société. Aussi, la fabrique du potomitan s'appuie sur une socialisation primaire et une socialisation secondaire. Et dans la phase de la socialisation primaire, un ensemble de valeurs sont transmises par des gens avec lesquels l'enfant, quand je parle de l'enfant dans ce cadre, je fais référence à une fille, a des rapports d'intimité, de confiance, de sécurité, d'amour et d'affection avec une autre personne et qu'on va appeler autrui significatif et dans le langage sociologique.
Dans cette phase, par exemple, dans la phase de la socialisation primaire, j'ai repéré à peu près 3 cadres et qui va faciliter la mise en place et du potomitan dans la société. Il y a d'abord le discours. On mobilise beaucoup le discours. On mobilise beaucoup le discours. Ensuite, il y a un moment matériel. Et ensuite, il y a un cadre socio-cognitif qui permet aussi la mise en place du potomitan. Dans le discursif, on retrouve tous les discours construits, par exemple, par l'autrui significatif sur l'enfant et quel élève. Par exemple, pour désigner l'enfant et dans son interaction avec d'autres personnes, et la personne qui est responsable de l'enfant va présenter cet enfant, par exemple, et la fille, à partir d'un certain nombre de traits, tels par exemple, elle est généreuse, c'est la petite maman, c'est la petite débrouillarde, c'est la petite indépendante, c'est la dévouée de la famille, ou bien c'est la dévouée du groupe familial. Et au cours de ces entretiens, ce sont ces mêmes mots que les femmes utilisent, par exemple, pour parler d'elles-mêmes. Et ce cadre discursif, par exemple, couvre un ensemble de pratiques de nomination et de désignation qui, à un certain moment, naturalisent un ensemble de comportements au fur et à mesure qu'avance ce processus, le processus de socialisation. Ensuite, dans un deuxième moment, là, c'est ce que j'appelle le discursif indirect, on va inviter, l'autrui significatif va inviter l'enfant à répliquer ses gestes, ses manières de faire de manière allusive. Il faut dire que dans cette première phase, la socialisation n'est jamais brutale, c'est toujours de manière douce qu'on va inculquer à l'enfant les valeurs du potomitan. En général, ce cadre est structuré par des comptines, des proverbes, des blagues, des berceuses et des chansons traditionnelles. Et l'idée, par exemple, est de montrer à l'enfant comment elle pourra faire face elle-même à certains problèmes. Par exemple, c'est le fait d'énoncer devant une fille sans s'adresser à elle, une fille se doit d'être indépendante. Et dans certains cas, l'autrui significatif provoquera une situation déplaisante pour voir la manière dont va réagir l'enfant afin de lui donner une leçon en utilisant un chant, un proverbe ou une histoire. Dans cette phase, deux modèles d'inculcation des valeurs se dessinent. Il y a d'abord l'assignation, on assigne la personne à une identité. Et ensuite, il y a la réplication, c'est-à-dire on demande à la personne de répliquer un certain nombre de gestes. Sur le plan matériel, dans la phase de la socialisation primaire, l'autrui significatif intègre très tôt l'enfant aussi dans les activités de production et de reproduction. Dans ce cadre, on va voir que la petite fille va faire l'apprentissage d'une forme de présence sociale dans des espaces partagés par les adultes. Et dans ce cadre aussi, elle va intégrer un ensemble de compétences et ces compétences-là sont présentées comme étant des compétences spécifiques aux filles. Par exemple, le commerce, la dynamique féminine de la vente dans le marché. Ça apprend, et cette démarche apprend à la fille, c'est l'apprentissage de l'autonomie et du débrouillardise qui via la possibilité d'avoir qui va permettre à la fille de gagner sa vie par ses propres moyens à un certain moment. En plus du commerce, on retrouve aussi l'apprentissage des tâches domestiques qui montrent aux filles comment gérer leur temps. Elles apprennent à organiser leur temps en fonction du concret, de l'immédiat, et ceci avec pragmatisme. Elles apprennent à effectuer plusieurs tâches en même temps, que ce soit la cuisine, le ménage, la lessive, tout en révisant aussi leurs leçons. C'est la base de la division sexuelle du travail qui suggère aux filles la prise en charge physique du bien-être de la parenté, de la famille et des proches. Et sur un plan socio-cognitif, toujours dans la phase de la socialisation primaire, on va voir que les filles sont socialisées aussi dans le respect de la parole donnée qui va induire l'engagement vis-à-vis des autres. Par exemple, plusieurs d'entre les femmes interviewées avaient dû promettre à leur mère sur leur lit de mort qu'elles vont prendre en charge le reste de la fratrie en leur absence. Et ces promesses entraînent sur le long terme l'oubli de soi au bénéfice des autres, et d'où aussi une lente mise en place de ce qu'on appelle la surresponsabilisation des femmes, qui est l'élément cardinal de la définition du rôle du potomitan. Cette dynamique crée une forme d'altruisme obligatoire qui commande le développement de la capacité à se mettre à la place des autres. De là aussi, on comprend l'apprentissage de l'empathie et dans cette phase de la socialisation, on apprend à la fille que la famille est l'entité supra envers laquelle elles doivent s'engager. Dans la socialisation secondaire, la société, de manière plus systématique et enrôlée à la famille, va inciter les filles devenues femmes à se comporter en tant que potomitan. Dans cette phase, les femmes font face à un ensemble d'injonctions paradoxales
et par exemple un ensemble d'ordres contradictoires où la société, par exemple, la société valorise l'autonomie des femmes pendant que toutes les ressources sont concentrées entre les mains des hommes. La maternité est valorisée pendant que les femmes qui ont enfanté sont dévaluées en tant que femmes. En général, les femmes, les jeunes femmes font face à des normes schizophrènes où elles doivent apprendre à conjuguer disponibilité et indisponibilité sexuelle pour assurer leur positionnement social. Le dénouement de cette tension se remarque dans leur discours avec ce refrain, « Moi, rentrer dans la vie », c'est-à-dire je rentre dans la vie, et pour dire, par exemple, que j'ai un enfant ou bien je suis casée avec un homme dans ou hors le mariage. Et dans cette phrase, il faut entendre le « je » et non un nom fondateur du couple. Et cela laisse présager un modèle de conjugalité aussi, avec le « moins » comme pivot, le « moins me » comme pivot du groupe. Et en effet, dans la formation du potomitan, le couple, souvent hommes et femmes, n'arrive pas à se rencontrer pour créer une communauté privée d'intérêts. Le fait de construire les femmes dans l'oubli de soi pour ses proches est antithétique avec la fondation du couple en tant qu'entité autonome avec des intérêts propres. Elles sont élevées dans l'idée de la loyauté, d'abord vis-à-vis du groupe familial et de leurs proches, et leur socialisation primaire ne leur permet pas de faire ce double processus de création de communauté et de séparation de communauté. Car la création de cette entité couple met en péril le processus de collectivation des petites filles au profit de leur famille. Cela implique aussi des difficultés à s'inscrire dans des représentations de l'amour telles que présentées par exemple dans les dessins animés dans les pays occidentaux. À ce moment-là, la maternité s'impose comme mode de définition des femmes dans le social où elle assure à la fois un rôle de sécurité, de soins, d'affectivité et aussi de responsabilité vis-à-vis des autres. Et dans cette phase, le commerce autonome via l'indépendance contrôlée qu'il assure devient le pilier qui soutient le potomitan. Je parle d'indépendance contrôlée dans la mesure où les femmes, elles travaillent certes, mais leurs revenus, leurs ressources, et elles vont l'utiliser pour le bien-être familial. Elles n'utiliseront pas leurs ressources pour elles-mêmes ou bien pour construire un projet et pour elles-mêmes. Par exemple, être marchande devient à ce moment-là une compétence spécifique dominée qui permet aux hommes de ne pas se comporter en tant que père nourricier et en tant que mari. Le commerce rend désirable la dépendance économique d'une femme, rend indésirable la dépendance économique d'une femme face à un homme. Et c'est quand les femmes se confirment dans leur position de marchande qu'elles répètent cette phrase. Je suis le père et je suis la mère. J'appelle et je réponds. Dans cette phase, elles se perçoivent en tant que travailleuses qui gagnent leur vie pour leurs enfants et leurs proches, et non pas en tant qu'épouses d'eux ou femmes d'eux ou compagnes d'eux. Cette dynamique provoque donc la définition d'une éthique de la responsabilité des femmes qui permet à celles-ci de gagner en respectabilité. Quand on joue le rôle de potomitan, la respectabilité ne se gagne pas dans le mariage et dans la réussite du couple. Sur le plan cognitif, dans la socialisation secondaire, on voit que les femmes ont déjà développé ce que j'appelle dans ma thèse un soi relié. C'est quoi un soi relié? C'est-à-dire, c'est l'éloignement des femmes des préoccupations égocentriques qui détachent leur subjectivité des discours individualisants, par exemple. Et cette construction de la personnalité se matérialise dans un engagement intensif où elles sont parvenues à se convaincre qu'elles sont incontournables dans leur rôle et endossent le rôle de potomitan comme un sacerdoce. Dans cette phase, le potomitan dévoile toute sa force politique et sa nécessité sociale en tant qu'élément d'équilibre dans une société et où les hommes ne sont pas socialisés en tant que mari et père et où l'État érige les responsabilités en tant que compétence. Là, je parle de la société haïtienne. Le potomitan assume donc les déficits sociaux en incorporant un niveau d'autocontrôle du soi où leurs besoins deviennent non prioritaires. Tant leur corps que leurs émotions sont disciplinées. Elles ont honte si elles sont perçues et traitées comme ne pouvant pas assumer leurs responsabilités familiales. Et c'est dans cette dynamique, par exemple, que prend forme le modèle de courage et d'abnégation qui structure l'engagement des femmes dans la vie active via la maternité. Dans le rôle du potomitan, une femme doit pouvoir faire face à l'adversité de manière tenace, avec abnégation, esprit de sacrifice et du don de soi pour les autres. Au regard de tout ce qui précède, le rôle de potomitan est en définitive un pilier dévitalisé et sans pouvoir
instituées au cœur des sociétés post-esclavagistes. Car préparer une femme à jouer ce rôle, c'est mettre en place toute une dynamique de socialisation qui, à la longue, désymbolise la figure du père et du mari pour que les hommes soient libres de toute attache et obligation et ainsi faciliter collectivement l'appropriation du temps, du corps et de la force de travail et des émotions des femmes au profit du collectif. Merci. Merci beaucoup, Sabine. Merci. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est intéressant de voir qu'être, ou du moins être un potomitan, ça ne s'improvise pas. Comme tu le dis, on le devient par un processus très poussé de socialisation qui est majoritairement transmis par les femmes du foyer ou du moins les femmes qui nous entourent. Donc, c'est intéressant de ne pas juste être ou devenir potomitan, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel en fait, c'est quelque chose qu'on devient c'est un travail, comme si on était formé en fait, c'est un travail qu'on apprend dès le plus jeune âge et qu'on reproduit en fait, on voit ce qu'on reproduit. Alors je vais me tourner, comme on a déjà eu 2 intervenants, je vais me tourner vers le chat. Alors, Sylvie qui nous dit c'est finalement un terme récent, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on avait vu avec Clara Palmiste. C'est quelque chose qui est récent. Est-ce que, Clara, tu veux rajouter peut-être quelque chose par rapport à ça? C'est le fait de la surprise que ce soit quelque chose d'un terme récent, rapidement? Oui, alors oui, parce qu'en fait, l'autre question de M. Melon suit également. Concernant le terme femme potomitan qui apparaît, quand j'ai dit que ça apparaît dans nos sociétés dans les années 70-80, en fait, c'est le modèle de femme potomitan. Moi, dans les archives, dans les sources écrites, il n'y a aucune mention de cette femme potomitan. Et c'est ce que j'insiste sur ce fait-là, du moins dans la période que j'analyse, c'est-à-dire milieu du 19e jusqu'aux années 50. Voilà, il n'y a aucune mention et pourtant, bon, au niveau de la presse, on a des journaux féminins des années 50-60, le terme n'apparaît pas. Donc, pourtant, peut-être que c'est un terme qui est peut-être utilisé, puisque M. Melon me dit qu'il lui semble que ce terme a toujours existé, mais du moins, dans les sources écrites, il n'en est rien. Oui, en fait, c'est vrai. En fait, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on entend depuis toujours, entre guillemets, alors qu'en effet, on peut retracer, c'est le travail de Clara Palmiste, si on retrace notre histoire et nos écrits, on se rend compte que c'est quelque chose qui est en fait nouveau. Alors, Albert Cabarrus, la femme potomitan n'est plus vue comme un mythe, mais comme un élément de régulation sociale. Tout à fait, oui, c'est aussi une façon d'appréhender la femme potomitan. Quelque chose que je trouvais intéressant, l'analyse par les phrases de la socialisation et le rôle des sphères est tout à fait pertinente. Oui, je pense que ça, c'est plus par rapport à l'intervention de Sabine, parce qu'on sous-estime à quel point dans nos paroles, dans nos métaphores, dans nos contes, dans toutes ces choses-là, comment toutes ces choses-là, en fait, permettent à former ce mythe de la femme potomitan. C'est dans les détails, hein, comme on dit. Qu'on voit comment on arrive à ce mythe de la femme potomitan. Alors, je pense qu'on veut continuer, à moins que Clara Palmiste ou Sabine Lamour a quelque chose à rajouter rapidement, sinon on continue. J'aurais juste une question pour Sabine, mais juste une précision, parce que le sujet m'intéresse beaucoup. Quand tu parles en fait, on a l'impression que ce sont les femmes elles-mêmes les femmes s'approprient, en fait, se sont appropriées cette assignation. Et est-ce qu'il y a, selon toi, une évolution? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, est-ce que générationnellement, on peut voir une évolution? Est-ce que les générations je sais pas, de nos grands-mères, par rapport aux jeunes de maintenant, on est dans les mêmes configurations? Non, je ne peux pas dire ça, parce que dans le cadre de ma thèse aussi, j'ai trouvé plusieurs configurations de potomitan. Il n'y a pas une seule façon aussi de se comporter en femme potomitan. Par exemple, j'ai trouvé des femmes qui se rebellaient contre l'assignation à être une femme potomitan. Il y a d'autres femmes aussi qui endossaient ça, parce que je pense que
Et tout dépend aussi de ce dont dispose la personne en termes de capital économique et de capital social. Parce que moins la personne a d'atouts sur un plan social, la personne va endosser le rôle de potomitan et va s'affirmer en tant que potomitan. Parce que, en définitive, c'est quelque chose de valorisant pour la personne. Mais par exemple, sur mon terrain, j'ai remarqué que les femmes universitaires ou bien les femmes cadres, elles ne se revendiquaient pas potomitan. Au contraire, c'était des personnes qui étaient beaucoup plus dans une démarche de déconstruction, notamment pour celles qui ont émigré vers les États-Unis ou vers la France. Par exemple, quand elles peuvent utiliser, par exemple, toutes les institutions qu'elles ont à leur disposition en France pour obliger un homme à payer, par exemple, la pension alimentaire, elles vont utiliser ça. Elles vont utiliser ça à fond et elles vont déconstruire dans toute leur dynamique la question de potomitan. C'est-à-dire, en Haïti, celles qui sont dans une classe sociale plus ou moins aisée, par exemple, je vais dire bourgeoisie et classe moyenne, même si elles sont dans une situation de potomitan, mais elles ne vont pas se revendiquer potomitan. Il y a ça aussi, et je pense qu'il y a des femmes, par exemple, et j'ai trouvé et plusieurs types de femmes potomitans. Il y a des femmes potomitans par assignation, c'est-à-dire à un certain moment, une mère décède et avant de mourir, elle va demander à l'aînée de prendre en charge les autres. Ça, c'est par assignation. Mais il y a aussi, ce sont les conditions dans lesquelles la personne est rentrée dans la vie. Si la personne est rentrée dans la vie avec un conjoint qui l'a abandonné ou bien le père de son enfant l'a abandonné, là, la personne de fait se trouve dans cette situation. Et quand la personne n'a pas beaucoup d'atouts, la personne va assumer ça et va dire qu'elle va assumer ça en tant que fierté et en tant que responsabilité, en tant que dynamique pour construire une respectabilité par rapport au fait que je suis une travailleuse, même si je ne suis pas épouse, ou bien je suis mère d'eux et mes enfants avancent et je paie l'université pour mes enfants, ou bien j'ai immigré, même si je viens d'une classe sociale très, très défavorisée en Haïti, j'ai immigré en France, mais via un travail non valorisant que je fais, je peux payer l'université pour mon enfant peut étudier la médecine, c'est-à-dire, c'est comme quoi, à un certain moment, elles vont prendre leur revanche. Et ces femmes-là assument cette histoire de potomitan. Mais pour les autres femmes, non, et je pense que actuellement, il y a de plus en plus de femmes, toutes classes confondues, qui se détachent de cette histoire de potomitan, notamment les jeunes filles en milieu urbain, mais qui vivent dans des bidonvilles, même dans ces classes-là aussi, ces femmes-là ne s'assument pas en tant que potomitan parce qu'à un certain moment, quand elles tombent enceintes, on va voir qu'elles vont remettre l'enfant soit à leur grand-mère ou à leur maman, parce que ce sont ces personnes-là qui vont continuer le travail de prise en charge alors que même si elles sont au chômage, elles sont au foyer, elles ne vont pas se débrouiller via le commerce comme on a l'habitude de le voir pour les autres femmes qui ont entre 40 et 50 ans. Elles vont peut-être avoir d'autres aspirations. Et je pense que c'est en train de bouger aussi et on a intérêt aussi à regarder qu'est-ce que ça fait et à la fois, par exemple, en Haïti, là où j'ai fait mes recherches, et aussi quand elles sont en migration, et comment est-ce que, quand elles sont confrontées à d'autres modèles, comment est-ce que le potomitan peut se renouveler aussi. C'est-à-dire, la personne assume, mais la personne va assumer à l'intérieur d'un ensemble et à l'intérieur d'un cadre institutionnel que va lui offrir, par exemple, la société française. Merci beaucoup, merci Sabine. Je peux attester par rapport peut-être au rejet du mythe de potomitan par les plus jeunes générations. C'est pas parti. Non, parce que c'est vrai qu'il y a une discussion, on essaye c'est quelque chose dont on a de plus en plus du mal à accepter. Et je pense que c'est parce que on voit la face cachée de la médaille, en fait. C'est-à-dire que on voit la face, parce qu'on habite avec nos mères, nos grands-mères, nos tantes, enfin, et on voit, au-delà de cette socialisation dont tu parlais, ces mots, ces phrases, tu sais, les trois niveaux, le discours, le moment matériel, tout ça, on voit aussi la face cachée qui peut être la solitude, la frustration, la colère, le manque de reconnaissance, l'immobilité, je parle sociale en termes de hiérarchie sociale. Donc, je peux attester de cela et je pense que c'est une raison pour laquelle on rejette. Enfin, on va continuer, puis on ne va pas hésiter à revenir là-dessus. Il y a des belles questions
qui arrivent dans le chat. Alors, on va continuer avec notre troisième intervenante, qui est Nadia Chonville, qui est docteur en sociologie en Martinique, et donc qui va nous parler de l'arnaque que représente le potomitan. Nous n'avons pas peur des mots. Donc, Nadia, je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette conférence conjointe avec mes camarades féministes caribéennes. C'est une première et c'est vraiment génial. Et vous êtes très nombreux et très nombreuses à nous regarder, donc, et qui nous regarderont aussi après. Donc, merci beaucoup d'être là. Alors, moi, je suis Nadia Chonville, je suis docteur en sociologie et j'ai consacré ma thèse de doctorat à une recherche sur les interactions entre le sexisme et l'homophobie en milieu scolaire en Martinique. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé sur ce que j'ai appelé la fiction hétéronormative, c'est-à-dire un ensemble d'archétypes, de modèles qui sont présents dans nos représentations collectives et sur lesquels on s'appuie pour pouvoir construire des modèles et des modèles du féminin et du masculin. Et notamment, parmi ces personnages, cette fiction que j'essaie de représenter et qui agit sur notre appréhension du monde, je me suis appuyée donc, sur ce personnage du potomitan comme étant un personnage héroïque. Pourquoi ? Parce que dans les entretiens que je faisais sur le féminin, donc sur la façon dont les femmes se représentaient leur expérience féminine, eh bien, le potomitan revenait vraiment comme un personnage qui faisait l'objet d'une grande fascination. Et donc, j'ai voulu questionner cette fascination, comprendre pourquoi est-ce qu'il fascinait, pourquoi est-ce qu'il était glorifié, transformé en héros de notre société. Alors, on a déjà beaucoup défini, donc je ne reviendrai pas sur la définition de ce potomitan. Ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est que ces femmes ont aussi souvent exprimé la liberté que le potomitan pouvait leur apporter dans leur appréhension du féminin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'une seule définition de respectabilité, de normes, notamment imposées par les normes chrétiennes, les normes d'origine coloniale aussi, que nous avons ici. Il y avait aussi des alternatives qui avaient été créées ici, qu'on avait développées nous-mêmes et qui donnaient tout un panel de possibilités de vécu féminin. Alors, ce personnage héroïque de la femme potomitan que j'ai parcouru dans ces recherches, je me demande aujourd'hui s'il offre aux femmes antillaises un modèle qui favorise leur émancipation et le respect de leurs droits, ce qui est évidemment un enjeu féministe fondamental. Alors, bien que nous attribuions à ce personnage du potomitan un rôle héroïque dans nos sociétés matrifocales, en fait, ce que j'essaierai de vous montrer ce soir, c'est que l'ériger en modèle à suivre par toutes, et en tout cas un modèle à transmettre systématiquement à nos filles, est à mon sens une arnaque. C'est une arnaque symbolique, une arnaque économique, et c'est aussi une arnaque politique. Alors, une arnaque symbolique d'abord, parce que les femmes potomitans on leur attribue un certain pouvoir, mais en fait, le pouvoir des femmes potomitans, elles l'ont essentiellement dans le cadre du foyer. Et nous demeurons quand même dans des sociétés capitalistes qui sont profondément patriarcales. Et ce pouvoir qu'elles ont sur le foyer, c'est un pouvoir qui s'inscrit dans une sphère privée qui demeure un lieu d'exploitation économique des femmes. Alors, quand on parle de ce personnage potomitan, bien sûr, le modèle qui revient beaucoup, c'est celui d'une femme qui élève seule ses enfants. On insiste beaucoup dans une vision héroïque de ce personnage sur le fait que souvent, elle élèverait des enfants issus de pères différents. Alors, effectivement, c'est une réalité toujours, c'est un phénomène social qui existe bien sur notre territoire et qui a quand même une ampleur non négligeable lorsque l'on s'intéresse aux familles monoparentales, puisque la moitié des enfants grandissent dans un foyer où leur père est absent. Alors, si on prend en considération ces bouts familiales-là et les vécus de ces femmes qui élèvent leurs enfants sans la présence dans le foyer du père de l'enfant, eh bien, effectivement, on peut considérer que la moitié des enfants en Martinique ou en Guadeloupe, je parle pour la Martinique et la Guadeloupe parce que c'est les chiffres que je connais mieux, ont pour autorité principale
leur maman. Et on peut aussi considérer que ces mères sont souveraines dans leur foyer, souveraines dans le sens où elles n'ont pas d'autorité au-dessus d'elles qui leur dit quoi faire, elles ont la souveraineté dans leur foyer. Alors, est-ce un réel pouvoir? Est-ce que c'est un pouvoir, en tout cas, qu'on identifie, qui est présent dans les discours, mais est-ce un réel pouvoir et quelle est la puissance politique de ce pouvoir? Alors, en termes de pouvoir, elles ont du pouvoir sur l'organisation de leur maisonnée. Elles ont effectivement un exercice quasi hégémonique de l'autorité parentale qui peut être partagée avec d'autres femmes de la famille et de façon aussi concertée avec le père, hein, parce qu'il y a une grande diversité de situations qui dépassent dans leur diversité très largement le stéréotype et le modèle. Peut-être que quand je vais parler, parfois, on pourra avoir l'impression que c'est un peu stéréotypé, mais c'est parce que j'ai vraiment travaillé sur cette fiction, c'est-à-dire sur quel est le modèle, quel est le stéréotype que nous avons. Et j'insiste sur le fait qu'en vérité, après, les vécus des femmes qui se disent potomitans sont tous uniques. Il n'y a pas une seule femme potomitan aux Antilles, en fait. Il y en a autant que d'expériences. On a aussi cette sensation qui revient souvent que les femmes potomitans n'ont de compte à rendre à personne. Au moins, elles prennent leurs décisions pour leur maison, pour leurs enfants, et elles n'ont à discuter ces décisions qu'avec personne. Qu'à la fin, ce serait toujours elles qui décident. Il y a un terme qui revenait souvent aussi dans les conversations, c'est celui d'inutile. C'est-à-dire que les femmes potomitans, au moins, elles n'ont pas à s'occuper d'un inutile à servir à la maison. Un inutile, un homme qui ne sait rien faire, qu'on doit servir, qui ne s'occupe pas des tâches ménagères, qui demande beaucoup d'attention et qui finalement est une bouche de plus à nourrir, un être de plus dont on doit s'occuper. Je me souviens particulièrement d'une réunion de femmes qui avait lieu autour du livre Sorcières de Mona Chollet. Et j'avais été très intéressée par des commentaires qu'on avait à la fin de cette petite séance de lecture, où une femme avait dit « Nous, on n'a pas les problèmes des femmes françaises. Hein. Les femmes potomitans ne se coltinent pas un petit chef à la maison. » Je trouvais ça génial, parce qu'il y avait cette idée que nous, la domination masculine, en fait, ça ne nous concerne pas forcément, ou alors tout à fait différemment, parce que nous, on se défait si on a un inutile à la maison, on ne va pas le garder à la maison, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et même en couple, même lorsqu'on a une situation de conjugalité, eh bien, apparaît dans ce fantasme de la femme potomitan l'idée que la femme est la maîtresse de la maison et que rien ne se décide sans elle, qu'en fait, la vie du conjoint est accessoire, ou en tout cas secondaire. Alors, pourquoi est-ce que ce fantasme, cet archétype-là est une arnaque? D'abord, il faut qu'on s'interroge sur la réalité de cette souveraineté. Les femmes sont-elles vraiment souveraines dans leur maison et quel est le pouvoir de cette dite souveraineté? Alors, il faut quand même rappeler que les violences conjugales existent bien, toujours, dans les foyers martiniquais et que ces violences conjugales sont même plus importantes dans les foyers martiniquais dans lesquels les personnes se sont séparées récemment. Près d'une femme sur 5 en Martinique est en situation de violence conjugale et ces choses-là ne s'arrangent pas puisque chez les femmes de 20 à 25 ans, 8% des femmes sont victimes de violences physiques de la part de leur conjoint. Et ces violences-là, les violences conjugales dans leur ensemble, elles sont 2 à 3 fois plus importantes chez les femmes qui ont connu une séparation dans l'année qui s'est écoulée. Donc, le potomitan, c'est effectivement une possibilité d'émancipation du modèle nuptial hégémonique, mais cette émancipation, elle peut aussi s'accompagner de disputes dans le sens de la discussion, de la contradiction, mais aussi de disputes qui peuvent être violentogènes. En plus de la violence, il faut aussi penser au jugement moral dans une société de respectabilité, c'est-à-dire que ça ne se fait pas sans mal, ça ne se fait pas sans un prix. Et donc, ce prix-là, on le voit très bien aussi dans la définition archétypale de la femme potomitan, puisque la femme potomitan, c'est aussi un idéal sacrificiel, comme le dit très bien Nadine Lefaucheur dans un de ses articles. La notion de sacrifice est fondamentale dans la représentation que nous avons de ce potomitan. Et c'est dans ce sacrifice-là que réside l'arnaque la plus importante
je veux parler notamment de la charge mentale et de la charge parentale. Alors, le potomitan suscite une reconnaissance sincère de la part des membres de la famille. On a vraiment, lors de la fête des mères, lors des anniversaires, lors des fêtes familiales, on démontre l'amour que l'on a pour cette mère qui a tout donné, qui s'est battue, etc. Donc, c'est un véritable amour, une véritable reconnaissance, mais on peut aussi avoir une véritable reconnaissance matérielle dans le cadre de solidarité intergénérationnelle. Sur sa fin de vie, la mère, elle est aussi largement accompagnée par ses filles elles-mêmes devenues potomitans, par les membres de la famille qui s'occupent d'elle, et on se souvient que l'on lui doit bien ça, puisque c'était le potomitan. Il faut savoir quand même que dans un contexte de déprise démographique, eh bien, on se retrouve avec beaucoup de femmes qui pouvaient espérer ce retour, j'allais dire sur investissement à la fin de leur vie, qu'on prenne grand soin d'elles sur leur vieux jour. Et on se retrouve avec de plus en plus de femmes qui vieillissent seules parce que les enfants sont partis et qui connaissent à peine leurs petits-enfants. Donc, en plus de l'arnaque d'un point de vue de l'analyse féministe, en fait, la question démographique renforce encore plus cette arnaque dans un contexte où les solidarités intergénérationnelle se retrouve abîmée. On pourrait en reparler. Alors, en ce qui concerne enfin la question économique, qui nous amène aussi à la question politique, c'est une question de stratégie. Il faut quand même rappeler, on l'a vu là en parlant d'histoire, que les allocations familiales, on dit souvent que les femmes potomitans sont des femmes, c'est les femmes de la CAF, etc., qui sont alimentées par la CAF. On entend encore, quand on fait des interventions dans les écoles, dire que, ou avec les adultes, mais bon, moi j'en côtoie plus souvent les mineurs, que les filles font plein d'enfants parce que ça rapporte de l'argent, parce que la CAF leur donne des salaires mirobolants, etc. En vérité, l'argent de la CAF ne couvre pas les besoins qu'ont réellement les familles. Et les familles sont de moins en moins nombreuses. Et en plus, ces allocations familiales n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'elles étaient en France jusqu'aux années… et surtout, il faut savoir que jusqu'à la fin des années 60, on versait les allocations familiales au père dans des conditions où il était marié, où il y avait une filiation légitime. Donc, autant dire que la femme potomitan, elle ne touchait pas les allocations familiales dans ces conditions. Donc, bon, je ne peux pas sur les détails historiques de tout cela, on pourrait revenir, mais en tout cas, les prestations familiales, si elles sont toujours importantes dans l'économie des foyers, les femmes restent quand même les principales soutiens de leur propre cellule familiale et les principales à supporter le coût de l'éducation. Ce n'est pas seulement le temps, il y a la charge mentale évidemment dont on a parlé, le fait de s'occuper des enfants, de ses proches ou le soin à la famille, mais il y a aussi l'argent, c'est-à-dire que ce qu'elle gagne est essentiel. C'est essentiellement elle qui apporte l'argent nécessaire à l'éducation de ses enfants. Dans un deuxième temps, les grands-mères et dans un dernier temps, les pères lorsqu'ils participent. Et là, on a des associations qui peuvent être tout à fait diverses et originales. Alors, pendant ce temps, les femmes, imaginons une femme qui a un niveau de diplôme particulier et qui se retrouve en situation monoparentale avec cette charge mentale très importante, cette charge économique très importante, eh bien, son clone masculin, lui, ce qui a exactement le même profil qu'elle, eh bien, il n'a pas cette charge mentale, il n'a pas toutes ces contraintes et en fait, il peut avancer dans sa vie professionnelle à une vitesse plus importante que celle qui, elle, est ralentie par cette question du potomitan. Et les prestations sociales ne compensent absolument pas en termes économiques et en termes aussi de développement personnel, ne compensent absolument pas le manque à gagner comparé à la situation de ce clone. Vous voyez, donc l'arnaque, elle est fondamentalement économique. Et nous nous retrouvons dans une situation où 41% des femmes en situation monoparentale en Martinique sont sous le seuil de pauvreté. En comparaison, moins de 20% des ménages en couple sont sous le seuil de pauvreté. Vous savez que chez nous, 30% de la population est sous le seuil de pauvreté. Mais en fait, dans cette pauvreté, elle est largement portée par les familles monoparentales. Donc, on voit bien que là, ce n'est pas juste de l'ordre du symbolique. On est dans le concret. Dans le concret, les familles monoparentales sont très souvent des familles pauvres. Donc, le modèle héroïque que nous présentons, le héros de notre histoire, l'héroïne de notre histoire,
c'est une perdante d'un point de vue économique. C'est une gagnante du point de vue du symbole, mais concrètement, dans l'expérience que nous avons dans une société capitaliste, c'est quand même ce qu'il y a à la fin du mois sur le compte qui est le plus important dans notre appréhension de ce qui est vraiment le pouvoir ou de ce qui est vraiment une position dominante dans une société. Et tout cela participe à une situation où nous, par nos discours positifs sur la femme potomitan, on concentre les questions féministes, justement, les questions féminines dans la sphère domestique. On renforce avec le modèle potomitan l'idée que ce qui concerne les femmes se trouve dans la maison, parce que c'est là où se situe notre focus, où se situe notre regard, où se situe l'intérêt que nous portons à ce modèle féminin. C'est dans la maison, dans cet endroit où s'éduquent les enfants et où se joue le martyre, le sacrifice, c'est là qu'est la grandeur de cette femme fantasmée. Et donc, pourquoi irions-nous y jeter un œil d'abord? Parce qu'il s'agit d'un lieu intime, d'un lieu dans lequel il y a une certaine forme de secret. Et c'est pour ça aussi que c'est un lieu qui peut être violentogène, parce qu'il est difficile d'y entrer, parce qu'on enferme à ce moment-là les questions féminines dans un lieu qui, par définition, devrait être un lieu fermé, celui du foyer. Les femmes ont-elles ce pouvoir dans l'espace public? Les femmes ont-elles ce pouvoir dans l'espace politique? Et si on veut briser cette barrière entre le dedans et l'extérieur, comment faire? Comment abattre un potomitan alors que l'on le décrit comme ce qui tient la société? C'est là une citadelle très difficile à attaquer du point de vue du militantisme et de l'analyse féministe, puisqu'il s'agit, on a l'impression à ce moment-là qu'on va s'attaquer à un fondamental de la société, antillaise. Et d'ailleurs, pourquoi s'attaquer à un martyr? Le martyr lui-même est souvent fier de son martyr, heureux de son martyr. On a toutes vécu des conférences où on parle du potomitan et où se développe, où on va avoir des témoignages, on aurait certainement ce soir aussi, de femmes potomitan qui racontent cette expérience et où finalement tout cela déborde d'amour et de positivité. On se dit, mais on ne peut pas, comment porter un discours négatif pour contrebalancer cela? Alors, il faut trouver des stratégies discursives pour montrer qu'il ne s'agit pas de dire que les femmes potomitan seraient à amoindrir. Évidemment que nous sommes fiers de ce qu'elles ont pu construire, mais en tout cas, peut-être qu'il faut questionner des modèles qui transmettent aux nouvelles générations, sont accompagnés aussi d'un discours qui favorise la relégation des femmes à la sphère domestique, qui ralentit leurs possibilités d'émancipation et d'évolution dans la sphère économique et dans la sphère politique, et qui relègue les questions féminines à une sphère domestique dans laquelle il est difficile d'installer un débat politique. Et ça c'est une question qui dépasse la question seulement du potomitan, mais qui s'installe vraiment dans toute l'ampleur de la question féministe au niveau politique. Comment mettre les questions féminines, que l'on dit féminines, au cœur du débat politique pour que ce soit des questions politiques et pas des questions d'intimité. Voilà pourquoi il serait bon de sortir cette femme potomitan de la maison. J'ai fini. Alors, tu es parfaitement sur les 15 minutes, sur la marque des 15 minutes. Quand tu as dit que tu fini, ça faisait exact. Parce qu'on a dit que j'étais bavarde, tu vois, j'ai fait des efforts. Et puis, j'ai essayé de me… Mais je sentais que tu connaissais le temps. Tu avais le temps dans ta tête. Je sentais que j'ai mis un chrono, tu penses bien. Oui, on a tout un chrono. Je pense qu'on a tout là derrière nos écrans. On a tout un chrono qui tourne. Donc, merci beaucoup. Merci Nadia. Je trouve ça super intéressant qu'on mette en termes. Alors, pourquoi c'est une arnaque? Parce que c'est très facile de juste dire rejetons ce mythe. Mais pourquoi, en fait, où se situe l'arnaque et la question du sacrifice et du retour sur investissement, comme tu l'as appelé, qui est… très petit, voire inexistant. Je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant et je pense qu'on va en rediscuter puisque j'ai un peu scanné ce qu'on avait dans le chat. Mais merci de nous avoir montré comment et pourquoi dans notre vie de tous les jours, tout cela n'est qu'une arnaque. Donc, pour terminer, notre dernière intervention, avant d'aller aux questions dans le chat, donc n'hésitez pas à nous laisser
des questions ou des commentaires, quoi qu'il en soit, elles sont lues par nos administratrices et ensuite, je les amènerai à la discussion pour nos panélistes et pour qu'on en discute. Aussi, on aimerait faire un petit coucou à la Guyane. On sait que la Guyane est présente en train de participer au webinaire. Donc, merci de nous suivre au-delà des océans. Et donc, pour terminer, je vais passer la parole à Madame Stéphanie Mulot, qui va nous parler de comment la femme potomitan est ce personnage ambivalent, paradoxal et clivant. Merci beaucoup Solène et merci à tout le Combi de Femmes Caraïbes pour l'organisation de ce webinaire, et il y en a plein qui sont dans l'ombre mais qui ont permis que ce webinaire se fasse, donc merci vraiment à elles. Et puis merci à toutes les intervenantes précédentes. Moi je suis ravie de voir que la jeunesse est aussi pertinente et a fait des travaux de telle qualité. Donc, je suis ravie d'être ici avec elle et de jouer un peu le rôle de doyenne qui va proposer une vision un peu synthétique de tout ça. Alors, moi, je voudrais insister sur le fait qu'effectivement, et ça a été dit dans les différentes interventions, je crois que le potomitan a en fait une dimension plurielle, enfin revêt plusieurs identités, plusieurs formes, et qu'en fait, on ne parle pas toujours de la même chose quand on parle du potomitan, et que finalement, c'est un personnage ambivalent, paradoxal et clivant, parce que je pense que si on regarde autour de nous ce que les gens en pensent, il y a une partie de la population qui pense que c'est absolument indispensable que la société repose sur les épaules des potomitans et que les femmes revendiquent parfois cette notion de potomitan, alors que d'autres femmes ou des hommes remettent en question cette image parce que ce serait effectivement quelque chose de limitant, d'enfermant, voire d'aliénant. Alors, je vais essayer d'expliquer tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet, c'est une réalité, le potomitan, en tout cas une image, un symbole, un pilier qui semble toutes et tous nous concerner et donc en même temps qui nous divise. Certains l'admirent, la vénèrent, la glorifient, la revendiquent, d'autres la critiquent, veulent s'en défaire. On va trouver des différences évidemment selon l'âge, selon la génération, l'éducation et le niveau socio-professionnel, hein, Sabine en a parlé. Et Clara a souligné combien, effectivement, autrefois, cette injonction à être potomitan pouvait être édictée par la religion. Je voudrais ajouter aussi que c'était quelque chose qui était édicté par les écoles, autrefois écoles religieuses, mais aussi écoles publiques, qui étaient des vecteurs et des passeurs des normes, et donc des normes de genre pour donner des modèles d'éducation aux filles et aux garçons. Je renvoie là, par exemple, aux travaux de Claire, cette fois-ci palmiste. Et puis tout le discours religieux, mais aussi le discours social, culturel et politique pouvait amener à la formation de cette mère douboute, vaillante, impliquée dans sa famille. Alors, cette image pluridimensionnelle, pour moi, en fait, elle revêt plusieurs aspects et elle génère plusieurs types de réactions parce que je pense que, enfin, moi, j'y trouve au moins 6 composantes. La première, c'est la notion de pilier. Ah, j'ai pas mis mon chronomètre, pardon, excusez-moi. Je le mets parce que je suis très bavarde. Tu es à 3 minutes là maintenant. D'accord, ok. La première, c'est la notion de pilier, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas dit, mais le potomitan, c'est vraiment le pilier central d'un édifice, a priori d'un temple vaudou au départ, de la famille ensuite. Et donc, cette première dimension repose sur l'idée d'une solidité solitaire, hein, au centre, central, c'est-à-dire vraiment le pilier central d'un édifice, éventuellement de toute la société, une femme qui pourrait être et se contenter d'être seule au milieu de sa case, celle sur qui tout va reposer, qui fait preuve de solidité, de résistance et qui est capable donc de faire face seule aux besoins de la famille en faisant preuve de débrouillardise pour s'occuper de ses enfants, pour éventuellement s'occuper du conjoint quand il y en a un. Et c'est vraiment l'idée d'un pilier sur lequel on doit pouvoir s'appuyer, qui va résister, un peu comme la force du mahogany, hein, le socle, la fondation, quelque chose qui est fondateur de notre culture, de notre identité, de nos identités, de nos familles. Et cette première dimension, en fait, révèle que toucher au potomitan, oser faire ce qu'on est en train de faire là,
ça peut être vécu de façon assez dramatique pour certains parce qu'ils peuvent avoir l'impression qu'on va fragiliser tout un édifice social, culturel, identitaire et que justement, il faut au contraire le préserver et ne pas l'interroger. La deuxième dimension, c'est que c'est une icône, icône de résistance, celle de la femme qui est censée être capable de résister à toute adversité, à l'absence des hommes, aux coups durs de la vie, à différentes situations de domination et d'exploitation, et qui va être suffisamment forte et suffisamment habile pour s'opposer à différents types d'exploitation, que ce soit les couillonnades des hommes, pour ne pas se laisser faire, pour se défendre face à la domination masculine, pour tenir, pour encaisser. Et donc, c'est celle qui répond à l'injonction à tenir, à faire face, à ne pas se laisser faire, à surtout faire bonne figure, à être indépendante et toujours montrer une certaine fierté. Donc, ce côté du potomitan, c'est celle qui répond à l'injonction « faut qu'imber, ma fille ». C'est la femme vaillante, c'est la femme douboute, c'est la femme digne qui mène dans l'adversité. Et donc, paradoxalement, c'est aussi la femme insoumise, là, dans cette dimension d'icône de résistance, non seulement dans la famille, mais aussi dans la société. C'est aussi la femme, alors en tout cas pour la Guadeloupe, et on pourra voir peut-être s'il y a des différences entre la Guadeloupe et la Martinique, mais c'est aussi la femme qui est capable de résister à la domination coloniale, à la domination professionnelle, celle qui va être présente dans les syndicats, dans les luttes syndicales, qui va tenir des mouvements sociaux. Et même si on voit surtout les hommes dans les images des luttes syndicales, on sait aussi combien les femmes sont indispensables dans la résistance politique. Et donc, ce potomitan, cette fois-ci, c'est celle qui se bat pour défendre des intérêts, qu'ils soient individuels, collectifs, ou éventuellement ceux du peuple, voire même ceux de la nation. Alors, ça a été dit, mais en Guadeloupe, on a une icône célèbre, c'est évidemment Solitude, qui incarne le récit, le mythe fondateur de la société matrifocale, hein, j'en ai déjà parlé par ailleurs dans des travaux, et de la lutte anti-esclavagiste. Donc, et puis plus récemment, on a des figures de femmes qui sont aussi des potomitans en politique. On aurait pu parler de Lucette Michauchery, par exemple, ou avant peut-être Gertie Archimède, même si son combat féministe visait justement à émanciper les femmes, j'y reviendrai. Alors, cette deuxième dimension, le paradoxe, c'est qu'elle empêche de penser la vulnérabilité des femmes. C'est-à-dire que cette injonction à être résistante masque le fait que les femmes ne sont pas toutes dans cette résistance, et c'est comme si ça faisait peser une sorte d'interdit tacite, implicite, aux femmes à se plaindre pas à se plaindre, parce qu'en même temps, la complainte des femmes fait partie aussi du potomitan parfois, mais en tout cas à admettre, à reconnaître et à exprimer leur vulnérabilité. Et ça, je pense que c'est important parce qu'il y a cette idée qu'il faut rester forte et tenir comme si on n'avait pas le droit d'être fragile. Donc, je pense que c'est quelque chose à interroger. La troisième dimension, c'est la dimension totémique. Moi, je crois que le potomitan, c'est un totem. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à en parler. C'est l'image de celle sur qui repose cette fois-ci une mission de transmission. Il s'agit, en tant que mère, en tant que femme potomitan, d'être dans le rôle de la transmettrice, de la médiatrice de valeurs, de principes fondamentaux, à la fois de la famille, de la société, d'une génération à l'autre, et donc de transmettre des valeurs et des critères qui vont être ceux de la bonne éducation, d'une part. Alors, on a parlé on a parlé de l'idéal vertueux de respectabilité, d'honorabilité, de droiture, de dévouement maternel à transmettre aux générations suivantes. Et donc, il y a l'idée qu'en tant que totem, le potomitan incarne cette transmission verticale d'une génération à l'autre. Et c'est aussi ça, le potomitan, c'est l'axe central de transmission et de médiatrice culturelle de l'identité féminine. Et quelque part, au-delà de l'identité féminine, de l'identité guadeloupéenne, martiniquaise, antillaise. Alors, ce que cette troisième dimension masque, c'est la difficulté, enfin c'est l'emprise en fait, c'est l'injonction identitaire et donc la difficulté à laisser les femmes exister selon d'autres modèles. Et si elles n'étaient pas potomitan, que seraient-elles? Et est-ce que du coup le fait de ne pas être potomitan impliquerait de ne pas être guadeloupéenne? Est-ce qu'on peut, ou martiniquaise ou caribéenne, est-ce qu'on peut se définir en tant que femme guadeloupéenne, antillaise, caribéenne, sans se définir comme potomitan? Et justement, la remise en question par les jeunes générations inquiète sur si elles ne sont pas potomitan, est-ce qu'elles sont bien guadeloupéennes, est-ce qu'elles ne sont pas finalement dans un autre modèle? La quatrième dimension, c'est le tabou. Et j'en suis bien à 4, c'est ça? Je ne me suis pas trompée? Bon, je ne sais pas. Oui, c'est le tabou.
Et tabou, pourquoi? Parce qu'effectivement, on a parlé de la question du sacrifice des femmes. J'avais beaucoup abordé ça dans ma thèse sur l'idée qu'effectivement, le potomitan se construit autour de l'idée d'un sacrifice. Alors, sacrifice de beaucoup de choses, sacrifice de la vie privée, peut-être sacrifice de la sexualité, sacrifice parfois d'une vie sociale, de relations amicales, mais en tout cas, un sacrifice qui, en tant que mère, instaure une dette dont vont hériter les enfants, garçons et filles, et instaure une relation de redevabilité presque imprescriptible envers la mère, qui en plus, par ce sacrifice, est présentée dans sa souffrance. Et ça, c'est intéressant parce que est associé quand même au potomitan, derrière l'idée du potomitan, l'idée que c'est une femme qui a souffert, qui s'est battue, qui a donné beaucoup, et que pour exister dans cet idéal sacrificiel, elle aurait sacrifié quelque chose d'essentiel de sa vie de femme pour advenir en tant que mère. Et c'est intéressant parce que le vocable du sacrifice est présent dans beaucoup de choses autour du potomitan. D'une part parce que on est quand même face à un personnage un peu sacré, en tout cas qu'on sacralise, donc il y a toujours sacrifice, sacré, sacralisation de la mère dévouée perçue comme parfaite, le sacrilège de la remettre en question, de la critiquer. Moi, je peux vous dire que j'ai été moi-même l'objet d'attaques assez violentes pour avoir osé critiquer le potomitan, que c'était impensable autrefois, tabou, voire dangereux, et que le sacrifice, la dimension sacrée impose aussi que le potomitan serait constitutif de l'essence même de l'identité et du lien collectif à des ancêtres magnifiés et aussi sacrifiés. Or, si on cherche à savoir quel est l'objet de ce sacrifice, moi, je pense qu'il faut interroger la terminologie et ça donne des choses intéressantes. Dans la même famille que sacrifice, il y a le sacrum. Et en fait, je pense que l'air de rien, le sacrifice, ce à quoi le sacrifice renvoie, c'est à tout ce qui est en dessous du sacrum, le sacrum étant l'os sacré, le dernier os de la colonne vertébrale, et qu'en fait, tout ce qui est sacrifié, tout ce qui est sacré, c'est ce qui est en dessous, c'est-à-dire tout ce qui concerne la sexualité de la mère. Et ce n'est pas un hasard non plus si, dans nos sociétés matrifocales, l'insulte suprême est évidemment l'insulte à la mère. Donc, le mythe, c'est aussi celui d'une mère irréprochable, la mère courage, irréprochable dans sa souffrance. Mais là aussi, le paradoxe, c'est que ça nous empêche de penser le contraire, c'est-à-dire toutes les stratégies maternelles envers les hommes, notamment la ruse, la débrouillardise. Ça nous empêche de penser, ça rend difficile le fait de penser comment les fils vont pouvoir se libérer du lien fusionnel à la mère, et d'autant plus si le père est absent. On sait la difficulté de rompre l'amarre maternelle et de se débarrasser de cette dette imprescriptible envers la mère. Je vous renvoie là au travail de Jacques André, comment les fils se sentent une redevabilité permanente, incapables parfois d'advenir en tant qu'hommes et en tant que père, puisqu'ils doivent avant tout être des fils aimants. Mais c'est possible aussi du côté des filles. Dernière dimension, c'est le côté épouvantail. Alors, un épouvantail un peu phallique, c'est-à-dire que le potomitan exerce une force centrifuge, je crois, quand on y regarde, à ses dépens. Je ne dis pas que c'est quelque chose de choisi, de volontaire, mais justement, la construction sociale et culturelle du potomitan fait qu'il peut exercer une force centrifuge, c'est-à-dire qu'elle est la telle incarnation de l'indépendance, de l'autonomie, de la solitude, de la droiture, de la résistance, de la verticalité, que la question que parfois peuvent se poser certaines personnes, et notamment des hommes, c'est mais comment entrer en relation affective, amoureuse, sexuelle avec une telle femme? Comment prendre sa place à côté? Alors, quand je dis ça, je sais que certaines féministes ne vont pas être d'accord, mais laissez-moi m'expliquer. C'est-à-dire comment un homme peut occuper une place d'homme à ses côtés, puisque ce qui est dans l'imaginaire implicitement, c'est que cette femme-là, elle sait tout faire. Elle sait tout faire, elle n'aurait besoin de rien. Elle se fait une fierté d'ailleurs à ne rien demander et à pouvoir tout assurer, éventuellement en disqualifiant le compagnon dans ses tentatives et ses tentatives d'exister et d'occuper la place de père. Et vous avez peut-être noté quand même que depuis, on peut dire 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce qui est en jeu, c'est justement la renégociation des rapports de pouvoir au sein du couple et comment les hommes d'un côté peuvent occuper une place de conjoint et de père,
tout en, comment dire, et comment en même temps les femmes peuvent laisser aussi une place dans cet espace domestique qui est l'espace de leur identité, de leur identification. Alors, dans cette acception, la dimension phallique, diraient les psychologues, en tout cas la dimension masculine du potomitan ressort, c'est la mâle femme, la femme à graines, la femme qui pourrait être comme un homme et qui occupe l'espace psychique à la fois de la maternité mais aussi de la paternité, puisqu'elle peut revendiquer, comme ça a été dit, le fait d'être mère et père. Et même si on sait que c'est bien malgré elle et que c'est les conséquences de l'absence des hommes, ce qui est énoncé d'un point de vue performatif amène à une occupation de deux fonctions. Et là, ce que cette dimension masque, eh bien, c'est la tristesse, c'est la souffrance, c'est la difficulté des femmes à endosser trop de charges et trop de contraintes, et le fait qu'elles supportent souvent en silence quelque chose de trop lourd pour elles. Alors ici, on pourrait parler de l'arnaque conjugale, de l'arnaque relationnelle, de l'arnaque parentale. Et je voudrais rapporter les propos d'une amie qui malheureusement n'a pas pu se connecter parce que nous sommes victimes de notre succès, et qui disait qu'elle a été élevée pour être une potomitan, mais qu'elle le regrettait parce que si elle avait été moins potomitan, peut-être qu'elle ne se serait pas séparée de son mari, à qui elle ne laissait jamais de place, et qui avait fini par lui demander « mais ça te tuerait de demander quelque chose, ça te tuerait de me demander de l'aide ?» Alors, la notion d'épouvantail, elle est vraie aussi, comment dire, elle est vraie aussi du côté des femmes. Je vois que le temps est quasiment écoulé, donc je vais finir. Qui, elles, les jeunes femmes, ne veulent pas forcément endosser toutes ces charges et ne veulent pas être enfermées dans l'espace domestique et la contrainte et être contraintes à la seule fonction maternelle. Et donc, ils vont remettre en cause le potomitan dans cet aspect-là d'enfermement et d'arnaque pour renégocier le couple autrement. Et moi, ce que j'entends récemment, c'est qu'il y a quand même un appel à la construction d'un autre modèle de genre, d'un autre contrat de genre, d'un autre contrat social au sein des relations hommes-femmes, qui peut passer par des choses simples qui sont le partage des tâches domestiques, des loisirs, de la communication, l'accès au plaisir aussi pour les femmes, l'accès à une sexualité épanouissante et non pas une sexualité justement soumise, violentée. Et je pense qu'on est en train, par cette condamnation, d'arriver à un nouveau modèle de genre. Et bon, j'ai encore plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter parce que ce que je note aussi, c'est, et d'ailleurs ça a été dit dans le chat, c'est que ce potomitan a l'air tellement essentiel et fondamental que sa remise en question interroge sur, mais si elles ne sont pas potomitans, elles vont être quoi ? Et je pense qu'il y a beaucoup de critiques et de résistance aussi dans nos sociétés par rapport à la remise en question du potomitan, qui viennent soit de la religion, soit de la société générale, enfin de normes morales, qui visent à remettre les femmes dans l'espace domestique et à les remettre dans une emprise patriarcale ou dans la contrainte économique, et qui repose sur le fait que, en fait, si les femmes n'étaient plus potomitans, quel modèle elles adopteraient, et est-ce que finalement elles ne risqueraient pas d'adopter un modèle occidental, français, qui serait du coup dangereux pour la conservation, la préservation identitaire et culturelle de nos sociétés, et qui ne serait pas compatible avec l'identité et l'essence même de nos identités. Alors, je vais m'arrêter là parce que le temps est écoulé, mais pour le débat, je pense qu'on peut aussi s'intéresser et se questionner sur le fait que, est-ce que l'image du potomitan, aussi ambivalente soit-elle, est compatible avec un projet féministe ? Et est-ce qu'on peut être à la fois féministe et remettre en question, est-ce qu'on peut remettre en question le potomitan, être féministe, ou est-ce que le féminisme est vu juste et serait incompatible avec cette identité de potomitan, parce que le féminisme serait vécu comme un modèle importé, un modèle qui s'appliquerait uniquement, entre guillemets, aux femmes soumises, ça c'est une caricature, et que les femmes antillaises n'étant pas soumises, elles ne pourraient pas être, elles n'auraient pas besoin du féminisme, pardon. Voilà, je suis désolée, j'ai été bavarde et je crois que j'ai dépassé les 15 minutes. Alors là, on ne va pas se le dire, mais bon, si... oui. Mais ce n'est pas grave, c'était très important. C'est très important et intéressant. C'était important, intéressant, et puis on reste quand même dans le temps qu'on avait alloué au webinaire. Merci beaucoup, j'ai pris des tas et des tas de notes, j'ai fait plusieurs liens entre plusieurs interventions, notamment un lien entre l'intervention de Clara et de Stéphanie,
pardon, je devrais peut-être, non, en fait, de Madame Lamour et de Madame Mulot, pardon, je devrais être un peu plus… Oui, bon, pour les besoins du webinaire, oui, en fait, ce parallèle qu'on voit en fait entre, ou du moins ce lien qu'on voit entre à quel point on est socialisé pour devenir potomitan, si bien que quand on grandit, on prend comment dire, on marie potomitan et identité, si bien que quand on arrive à une critique de ce potomitan, certaines personnes le prennent comme une attaque personnelle, alors qu'il s'agit d'une attaque d'un mythe, d'une construction sociale et pas d'une construction d'une personne individuelle. Je vais dire le fait que le sacrifice, la notion de sacrifice est aussi, comment dire, on apprend aux femmes à se sacrifier, aux filles à se sacrifier depuis le plus jeune âge. Hein, donc, avec Madame Lamour, donc Sabine Lamour, qui nous disait comment on nous apprend à devenir femme potomitan, et Nadia Chonville qui nous parlait de comment la notion de sacrifice a une très grande place dans ce mythe de potomitan, le rejet de la vulnérabilité, de la fragilité. Une femme potomitan, une femme antillaise, tout simplement, ne peut pas être vulnérable ou fragile. Donc, oui, et ce que j'ai beaucoup apprécié par rapport à l'intervention de Madame Mulot, c'est parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai entendu. Et si on n'est pas potomitan, du coup, quelle est l'alternative, par quoi on remplace en fait, comme s'il fallait être dans un monde binaire, c'est soit l'un, soit l'autre, comme si en n'étant pas potomitan, en fait, on perd de la valeur, on perd nos valeurs, et la Guadeloupe part un peu à sa perte. Alors, je vais me tourner un peu vers le chat, et je sais que certaines questions me sont revenues. Alors, alors, une remarque pertinente, la femme potomitan est universelle et présente dans nos sociétés antillo-guyanaises avec ses forces et ses faiblesses et le besoin de transmettre les valeurs humaines et sociopolitiques. Avec ses forces et ses faiblesses et le besoin de transmettre les valeurs. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un mythe potomitan pour transmettre des valeurs humaines et sociopolitiques? Est-ce qu'on ne pourrait pas changer la façon dont on transmet? Moi, je pourrais répondre en disant deux choses. Ce qui est universel, c'est le fait que partout les femmes, enfin quasi universel, c'est que partout les femmes sont chargées des tâches domestiques, de l'éducation des enfants. Mais ce qui varie, c'est les modes d'expression culturelle en fait de la maternité, de la paternité et de la façon de construire une identité sexuelle. Donc, il y a quelque chose d'universel dans le fait que souvent, c'est les femmes, effectivement, qui sont chargées de ça. Ça ne veut pas dire que c'est naturel, ça veut dire que partout, il y a une construction sociale, culturelle, politique et religieuse qui maintient les femmes dans ce rôle-là, en associant les femmes à leurs capacités reproductives et donc à l'idée qu'elles seraient les plus à même de s'occuper des enfants et d'être responsables des foyers. Maintenant, je pense que justement, dans les sociétés antillaises caribéennes, il y a un peu quelque chose d'autre qui se joue, et je n'ai pas eu le temps d'en parler, c'est comment la culture et comment nos relations affectives, nos relations amoureuses traduisent quelque chose de différent sur la place que l'on reconnaît aux hommes et aux femmes. Et je pense qu'on a tendance, enfin moi j'entends beaucoup, alors aussi un autre mythe qui est celui du matriarcat noir, qui est beaucoup discuté aussi. Alors, je voudrais rappeler que, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a posé, je fais une parenthèse, excusez-moi, qui l'a dit dans le chat, quand on parle de mythe, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est une légende, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Quand on parle de mythe, ça veut dire qu'on est face à quelque chose qui a pour… a pour fonction d'établir un récit fondateur. C'est-à-dire que c'est un récit dans lequel la société se retrouve et énonce elle-même ses propres origines, ses propres fondements, ses propres fondations et ses valeurs. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Bon. Et donc, je reviens à l'idée que l'autre chose, c'est le mythe du matriarcat dans les sociétés post-esclavagistes, avec l'idée que l'esclavage, justement, aurait empêché les hommes d'advenir en tant que pères, et que cela aurait contribué
à comment dire, augmenter l'autorité, la capacité autoritaire des femmes en disqualifiant les hommes et en leur faisant perdre quelque chose de leur capacité justement à advenir en tant que sujet politique et en tant qu'homme et père. Et du coup, moi je crois que le potomitan, il nous parle aussi de cette blessure fondamentale qu'il y aurait dans l'imaginaire qu'on retrouve dans beaucoup d'ouvrages, dans la littérature, dans la culture, dans la danse, dans le cinéma, hein, d'une blessure imaginaire du côté des hommes, et qu'en fait, le rôle des femmes serait de réparer quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas les accuser trop, il ne faudrait pas les malmener trop, il ne faudrait pas s'opposer, il ne faut pas être trop féministe, il ne faudrait pas être castratrice, vous comprenez bien, parce que nos pauvres hommes, ils auraient soi-disant déjà été malmenés, voire castrés par l'histoire. Et ça aussi, ça empêche de penser que du patriarcat, il y en a dans nos sociétés parce qu'il existe dans les institutions, et même s'il n'est pas forcément toujours présent dans les familles, il existe dans les institutions, même si aujourd'hui elles essayent d'être plus égalitaristes, mais la religion n'est pas encore complètement, et que dans les relations hommes-femmes, la domination s'exprime aussi. Enfin, ça a été dit, je ne vais pas le redire, hein, elles ont toutes, les collègues là, elles en ont toutes parlé, et donc il faut faire attention à ne pas occulter que malgré l'histoire, il y a des situations de domination masculine. Mais c'est vrai que les femmes sont censées aussi avoir une mission de l'ordre de la réparation masculine et de la reconquête, ce que j'appelle la reconquête du phallus perdu du côté des hommes. Alors, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Nadia Chanville qui a levé la main et je vais aussi lui poser une des questions qui est présente dans le chat. Quelqu'un qui demande: le potomitan est donc fortement une mère de famille? Forcément, j'imagine que c'était forcément qu'elle est demandé. Oui, oui, c'était juste pour prendre l'occasion de cette question-là pour répondre aussi à une question qu'avait posée Stéphanie dans sa présentation. Alors, est-ce que le potomitan est forcément une mère de famille? Eh bien, ça dépend de la définition que l'on donne du potomitan et singulièrement, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques petites différences territoriales. Alors, Stéphanie, c'est pour ça que je réponds aux deux en même temps. Tu demandais dans ta présentation, quand tu parlais des femmes syndicalistes, des femmes en politique, tu disais que voilà, c'est aussi une place de la femme potomitan. Et en fait, on en a un petit peu déjà parlé, mais c'est bien de pouvoir le dire aussi en conférence. En Martinique, alors j'aimerais savoir si c'est qu'en Guadeloupe, hein, mais en Martinique, on a un terme spécifique pour les femmes qui sont très fortes, qui ont une présence très forte dans la vie syndicale, dans la vie politique, ou bien simplement dans leur communauté. On parle plutôt de femmes jock. Femmes jock, et aussi, on parle aussi en malforme, pour dire en fait, du coup, il y a quelque chose de l'association à la masculinité, c'est-à-dire que ce sont des femmes, mais qui sont, c'est même pas garçon manqué, hein, ce sont des femmes mâles, donc elles ont même quelque chose du phallus en fait qui les met dans cette disposition. Et donc, dans les témoignages qu'en tout cas moi j'ai l'occasion de recueillir dans le cadre de mes travaux, il y avait vraiment une spécificité familiale de la femme potomitan qui peut aussi être déplacée, pas forcément dans le fruit de sa matrice, hein, mais vraiment dans une responsabilité familiale élargie. Une femme potomitan peut aussi être la personne dans le quartier qui s'occupe des enfants qu'elle n'en a pas eu, ou encore, même si les enfants ne sont plus dans le quartier, il faut qu'il y ait à la fois cette dimension sacrificielle, cette dimension maternelle et une certaine aura héroïque, en fait. Alors qu'effectivement, la forte présence des femmes dans les sphères politiques et syndicales est davantage associée à une forme de masculinité, c'est-à-dire dans la féminité, bien entendu, c'est-à-dire que c'est un rôle de genre féminin, mais qui emprunte ce qui le rend héroïque à des codes masculins. Voilà, je voulais répondre du coup un peu aux deux. Donc effectivement, la femme potomitan peut se trouver dans d'autres configurations que la sphère typiquement familiale, mais ça dépend de la largeur avec laquelle on étudie le phénomène.
phénomène, d'autant plus que les expériences de cette femme potomitan varient énormément d'un territoire à l'autre, un petit peu d'une génération à l'autre, mais j'ai envie de dire d'une communauté à l'autre. Hein. On peut avoir des définitions évidemment très variées dans les détails de cette thématique. Oui, et puis en fait, être mère de famille, c'est une caractéristique peut-être du potomitan, mais ce n'est pas nécessairement nécessaire. Par contre, il y a toujours cette notion de prendre soin de quelqu'un, de personne. C'est quand même, on va peut-être pas parler, en fait, on va parler d'une femme potomitan, peut-être qu'elle n'a pas d'enfant, mais elle s'est beaucoup occupée de ses frères et sœurs, ou elle est investie dans les écoles, ou dans les associations. Donc, il y a quand même cette notion de c'est quelqu'un qui prend soin de personnes qui ont, je sais pas, le Avec besoin. avec une dimension sacrificielle, oui. Oui. En tout cas, pour ce qui est de la Martinique, effectivement, cette dimension familiale est fondamentale dans la vie. C'est quelqu'un qui a bien donné, qui a bien fait le rite de sacrifice, entre guillemets. Il y a une question à laquelle que j'ai envie de poser, parce que c'est une question, la réponse m'intéresse, parce que j'avoue que je fais partie des féministes qui, lorsqu'on entend que c'est l'existence de la femme potomitan dans un foyer peut déranger les hommes qui n'arrivent pas à trouver leur place. Je fais partie des féministes qui voilà, mais j'entends totalement l'argument, mais j'avoue que je fais partie des féministes qui ont une réaction par rapport à ça. Et donc, il y a une question qui disait le potomitantisme, donc je ne sais pas si ça existe, mais enfin, le potomitantisme n'est-il pas une solution trouvée à l'absentéisme réel ou potentiel des hommes de notre société? Alors, je ne sais pas si on veut répondre à ça avant. Après, je sais que Sabine a levé la main, Sabine Lamour. Si tu peux faire ton intervention, et puis après, on pourrait répondre à cette question éventuellement. Et bon, moi, pour ma part, dans le cadre de mes entretiens, j'ai trouvé un homme potomitan. Parce que pour moi-même, ce n'est pas enfermé et dans la figure maternelle, c'est avant tout pour moi un archétype, être potomitan. Parce que c'était une personne qui était en domesticité, qui avait été élevée comme une fille et qui avait reçu quand j'ai regardé son parcours, son vécu, j'ai retrouvé toute la dynamique de socialisation primaire et secondaire que j'ai rencontrée, mais ce n'était pas une personne qui avait choisi de devenir potomitan aussi, parce que c'est, par exemple, pendant le séisme, et le monsieur avait perdu sa femme et du coup, il avait 4 enfants et en même temps aussi, c'était quelqu'un qui vivait dans un quartier très, très populeux de Port-au-Prince. J'imagine aussi que trouver une femme et en même temps, le monsieur était quelqu'un de très religieux. J'imagine que tout ça, quand je regarde son parcours, quand je regarde ce qu'il fait, par exemple, pour sa famille, je vois là toute la dynamique de potomitan. Mais bizarrement aussi, quand les hommes sont dans ce genre de situation, il y a tout le voisinage qui aide le monsieur à prendre des soins des enfants. Par exemple, une voisine va passer à un certain moment pour voir si on peut coiffer la petite, ou bien si un dimanche, on peut faire en sorte à ce que les enfants mangent chez une voisine, par exemple. Je pense qu'on ne peut pas enfermer le potomitan aussi dans la figure stricte maternelle, c'est via la maternité. Parce que j'ai trouvé aussi un cas ou pour éviter une forme d'infanticide dans la famille, parce que la fille était tombée enceinte après un viol, une tante a récupéré un enfant. Et l'enfant est reconnu aussi comme étant la fille de la sœur de la dame, et on a fait en sorte à ce que la dame laisse le pays après son accouchement. Du coup, je me suis dit qu'il y a tellement de configurations aussi. C'est avant tout comme Solène vient de le dire, c'est avant tout une manière de se comporter vis-à-vis des autres, c'est-à-dire dans le sacrifice par rapport à la question de l'adversité, comment est-ce qu'on va faire pour prendre en charge et pour se surresponsabiliser par rapport à des tâches, et notamment des tâches qui rappellent le potomitan. Et je pense qu'on a intérêt à fouiller, à creuser un petit peu plus et à regarder le potomitan en tant qu'archétype avant de l'enfermer dans la figure de femme potomitan. Même si effectivement, on retrouve beaucoup plus de femmes potomitan que d'hommes ou bien d'autres personnes ou bien d'autres configurations familiales dans cette situation. Mais je pense qu'on a intérêt aussi à regarder si ça ne nous dit pas plus en termes d'archétype à un certain moment.
Merci beaucoup. Alors, on est déjà à 20h42, on avait dit sur le flyer 20h30, donc on ne va pas tarder à vous libérer. Alors, on s'est dit qu'on prendrait 2 dernières questions avant de mettre fin à notre premier webinaire qui, en tout cas jusqu'à maintenant, je considère que c'est un succès. Alors, on a relevé quelques questions. Je m'excuse, je regarde les messages qu'on m'envoie dans les... Alors, il y a une autre question. Le potomitantisme et l'absence paternelle seraient-ils tous deux liés à l'héritage du Code noir? Alors, je ne sais pas s'il y a une des panélistes. Je vais répéter la question. Le potomitantisme et l'absence paternelle seraient-ils tous deux liés à l'héritage du Code noir? S'il y a quelqu'un qui aimerait parler de ça ou du Code noir, une de nos intervenantes. Clara, peut-être. Clara, tu es oui. Voilà. Donc, est-ce que le potomitan est lié en fait au... Je n'ai pas... Au Code noir. Pardon. Le potomitantisme et l'absence paternelle seraient-ils tous deux liés à l'héritage du Code noir? Donc, y a-t-il un lien entre potomitantisme et Code noir ou point du tout? Alors, question très intéressante parce que, en fait, moi, dans les dynamiques que je vois qu'il y a véritablement une séparation entre la période esclavagiste et la période post-esclavagiste. Ce que nous, on pourrait, enfin, ce qui va être posé comme modèle de femmes imposantes, de femmes respectables, on l'a beaucoup plus dans cette société post-esclavagiste qui est bourgeoise, qui va se construire à partir des normes de l'Église catholique, etc. Alors que durant la période esclavagiste, certes, on a un code noir qui va réguler les relations. Le maître reste quand même propriétaire à la fois des hommes et des femmes. L'homme esclave, effectivement, peut se sentir dépouillé de sa masculinité. Parce qu'en fait, il y a un ouvrage très intéressant, enfin, un article très intéressant de Myriam Kotias qui le montre et qui dit que, par exemple, même le mariage, par exemple, l'union entre femmes esclaves et hommes esclaves n'est même pas forcément, n'est même pas valorisée dans la mesure où cette institutionnalisation des unions n'a pas véritablement de sens pour les esclaves puisqu'elle ne correspond ni à des alliances établies entre plusieurs familles, ni à des échanges de biens. Et donc, dans certains, elle utilise aussi, dans certains exemples qu'elle donne, elle montre comment les hommes expliquent que, on ne va pas se marier avec une femme si on sait que le lendemain, le maître peut parfaitement se l'approprier comme femme. Donc, effectivement, peut-être une certaine forme de manque de contrôle des hommes noirs sur les corps féminins, mais en même temps, est-ce qu'on peut relier ça au Code noir? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que les maîtres vont se substituer cette domination directe sur les femmes, mais en même temps, les femmes vont également utiliser plusieurs types de stratégies pour pouvoir s'échapper de cette domination. Voilà, je ne sais pas si j'ai compris, mais je trouve la question très pertinente. Je n'avais jamais réfléchi en ces termes, mais en fait, il ne faut pas penser, en tout cas, qu'il y a une continuité entre la situation des femmes et des hommes durant l'esclavage et ce qu'on trouve, par exemple, dans les sociétés post-esclavagistes, puisque les modèles sont vraiment différents. Le modèle de domination de l'homme dans cette société post-esclavagiste où l'Église va rétablir et l'Église va inciter les hommes et les femmes à se marier, on aura cette domination sur la femme qui est beaucoup plus claire que durant l'époque coloniale, durant l'époque esclavagiste. Et de fait, dans les ouvrages qu'on a,
on montre bien comment les femmes esclaves, durant l'esclavage, avaient une marge d'action qu'elles perdent après l'esclavage, au moment où s'installe ce modèle bourgeois. Par exemple, malgré le cadre coercitif de l'esclavage, les femmes esclaves vont exercer des métiers, des petits métiers, leur donnant des moyens de négocier leurs relations aux hommes. Donc, ça mérite débat, en tout cas. Oui, c'est un bon point, ça mérite réflexion. De manière, on n'a pas réponse à tout, mais c'est bien d'avoir comment dire, d'instiguer des questions comme celle-là. Oui, Stéphanie, vas-y. Oui. Je pourrais ajouter, enfin compléter ce qu'a dit Clara, hein, qui est tout à fait juste, que des fois la question est posée parce que on fait souvent un raccourci historique entre les articles du Code noir qui entérinent le fait que un homme réduit en esclavage ne peut pas avoir de droit de possession, ne peut pas reconnaître ses enfants, que la filiation est rompue, en fait, la filiation paternelle est rompue par l'esclavage et que les enfants d'une femme héritent du statut de la mère. Voilà, et que les enfants d'une femme appartiennent au maître de la mère. Et donc, c'est vrai qu'on a parfois une explication qui voudrait faire voilà, une causalité directe entre, en tout cas, la matrifocalité, des formes de monoparentalité, le potomitan et le Code noir. Or, effectivement, le Code noir, c'est ce que j'appelle une diffraction de la paternité, parce que les hommes continuent à être ceux qui donnent naissance, enfin qui engendrent et qui participent à la naissance des enfants, mais ne peuvent pas hériter, ne peuvent pas exercer un droit légalement, enfin il n'y a pas une reconnaissance légale, ce qui ne veut pas dire qu'en même temps, ils ne s'occupent pas du tout, enfin ils sont étrangers à ces enfants. Enfin, c'est-à-dire que c'est la diffraction entre la paternité au sens légal et la relation qu'il va falloir construire entre un homme, une femme et leurs enfants dans un contexte d'insécurité lié à l'éventualité de la séparation effectivement de cette famille au gré des besoins marchands des maîtres. Donc ça, c'est une première chose. Ce que ça montre aussi, c'est que le patriarcat, il est du côté de l'institution esclavagiste, il est du côté du colonialisme, il est du côté de la domination coloniale. Et néanmoins, il y a des formes de domination masculine dans les relations entre esclaves, et Clara a raison de rappeler que les femmes ont pu trouver des espaces d'émancipation, enfin non, c'est trop fort comme terme, des espaces de négociation de leur statut et d'opposition, de résistance à des formes de domination, et que le mariage, et Myriam Cotillard s'en parle notamment aussi, c'est vrai, le mariage pouvait être vu comme une nouvelle forme d'assujettissement pour les femmes, puisqu'en tant que femme mariée, elle perdait elle n'avait même plus ce statut de citoyenne mineure qu'elles avaient, puisqu'elles n'étaient pas encore reconnues comme citoyennes à part entière avant 1945, mais en plus, elles devenaient propriété de leur mari. Et donc, le mariage a pu être effectivement perçu comme quelque chose auquel les femmes ont pu vouloir s'opposer pour celles qui voulaient garder une indépendance, alors que pour d'autres, c'était effectivement une stratégie de mobilité sociale, économique, de respectabilité et d'acquisition de normes bourgeoises. Maintenant, je voudrais dire aussi que les normes qui créent le potomitan, elles sont très fortes au XXe siècle, et que c'est pour ça que moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette idée de continuum depuis l'esclavage, parce que comme l'a dit Clara dans son intervention, les normes sont très fortes au XXe siècle. Et je voudrais rappeler que, puisqu'on approche de la fête des mères, je cite souvent le discours du gouverneur Saurin en 1942 pour la fête des mères, où il dit aux femmes guadeloupéennes à quel point elles doivent être des mères françaises, à quel point elles doivent être des mères et que ça ne consiste pas à donner la vie au gré des hasards à beaucoup d'enfants qui n'ont pas le même père, qu'être une mère française ne consiste pas à laisser pousser ses enfants au hasard sans hygiène du corps, sans hygiène de l'âme, dans une case mal aérée, mal lavée, mal tenue, dans le bruit de disputes, dans le murmure de commérages, dans le fiel des rancunes. Vous voyez que quelle est la norme auquel les femmes et les potomitans doivent s'adapter, hein, que être une mère française ne consiste pas à donner à ses enfants un seul amour, celui de l'argent, un seul moyen, la paresse, une seule distraction, l'immoralité, car aujourd'hui, plus que jamais, être une mère française, c'est d'abord et avant toute chose se constituer un foyer légal et chrétien, c'est d'avoir un mari qui soit le père des enfants que l'on met au monde, et c'est être pour ce père une compagne, attendez-vous, asseyez-vous bien,
agréable, dévouée, aimante et loyale. C'est savoir le détourner du cabaret, du pit où l'homme se ruine la santé, et le porte-monnaie, c'est le faire aimer son foyer. Donc, vous voyez, et ça, c'est un discours politique français en 1942. Et moi, pour avoir fait des entretiens, par exemple, avec des personnes comme Georges Tarrer, qui est une femme de Guadeloupe très investie, qui a été investie dans le Parti communiste et dans le féminisme. Et elle a toujours critiqué la notion du potomitan. Et elle dit en fait, quand elle était jeune, elle n'en pouvait plus parce qu'à chaque fois qu'un ministre ou un chef d'État venait en Guadeloupe, il disait aux femmes, vous êtes des potomitans, formidables, vous êtes celles sur qui la famille et la société vont se reposer, vous êtes bravo, vous êtes des potomitans, des potomitans. Et elle disait, j'en pouvais plus parce que pour elle, les potomitans, c'était les dominés des dominés, l'esclave des esclaves, et pour elle, c'était une fonction servile, le potomitan. Donc, voilà. Donc, ne pas oublier l'impact du XXe siècle sur cette histoire. Voilà, c'est ça mon propos. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va terminer ici, puisqu'il est déjà 20h53 et on a un peu dépassé sur le temps, mais je pense que ça valait le coup parce qu'on a apporté des bons points et des bonnes réflexions. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas nécessairement eu le temps de dire, mais ça nous donne en tout cas une petite excuse de faire plus de webinaires et de comment dire, reproduire l'expérience. En tout cas, un grand merci vraiment de la part de tout le combi de Femmes Caraïbes, à tous ceux qui ont participé. En moins de 10 minutes, on avait déjà rempli la salle d'attente. On est plus qu'heureuse du succès que ça a eu. On espère que la discussion vous a plu, je vois des commentaires très enrichissants ce débat. Merci beaucoup. On essaye de continuer le débat et même de le faire avancer. Merci à vous d'avoir assisté. Merci à toutes les questions pertinentes. On s'excuse si on n'a pas pu… on les a lues en tout cas et on va les relire en tout cas au sein du mouvement et on va en discuter. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire plus longuement sur notre page Facebook pour… si vous voulez en discuter, si vous avez des opinions à partager, un point de vue à partager, quel qu'il soit, on est là aussi pour écouter tout cela. Alors, un grand merci aussi à toutes nos panélistes. Clara Palmiste, merci beaucoup. Sabine Labour, merci beaucoup. Nadia Chonville, Stéphanie Mulot, merci d'avoir partagé avec nous votre analyse et votre savoir. Et puis voilà, est-ce que vous avez un dernier mot? J'essaye de faire court en fait, de manière à laisser les gens vaquer à leur occupation. Mais si vous avez un dernier mot peut-être à partager avec nous, n'hésitez pas. Et puis après, on va se quitter ainsi. Moi, je dis merci. Merci à toute l'équipe. Merci au Combit. Merci à tous les gens qui étaient là et qui nous remercient. Là. Je suis ravie que si ça vous a plu. Oui, il faudra en faire d'autres. Voilà, il y aura d'autres intervenantes. Il y a plein de femmes magnifiques qui ont des choses à dire. Donc, voilà. Moi, je dis merci à tout le monde. Oui, alors vous pouvez aussi voir les faces cachées en fait, du Combit que vous voyez. Si vous pouvez faire un petit coucou pour qu'on vous reconnaisse, toutes les personnes qui étaient derrière, les administratrices. Merci, vraiment, merci Georges, merci tout le monde d'avoir fait en sorte. Vanda, Georges, Géraldine, tout le monde. Parce que c'était un effort de groupe. Et puis maintenant, on est comment dire, courante en langage Zoom. Avec tribulation, mais on y est arrivé. Alors, merci à tout le monde, aux petites mains derrière, et puis à tous nos panélistes. On avait plein de gens qui étaient à la porte, là, dans la salle d'attente, qui ont râlé de ne pas pouvoir entrer après que les 100 premiers aient bloqué les portes d'accès. On va avoir… En effet, oui, en effet. Beaucoup de personnes dans la salle d'attente qui n'ont pas pu assister. Tu es là? Mais j'arrive que maintenant, j'ai tout loupé, donc je suis fâché contre vous, mesdames. Un replay. Il faut dire à toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, on a enregistré. Exact, on a enregistré. Donc, si toutefois ce sera publié sur notre page Facebook et partout on peut publier. N'hésitez pas à le partager à toutes les personnes. N'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui vous saviez qui voulaient participer et on va le partager en… Il y a Elisabeth Gustave à côté de moi qui nous dit qu'il faudra qu'on soit présente au Festival du film des droits humains en novembre. Soyons présents. Tony, désolée, mais tu sais bien qu'il faut laisser les hommes sur une frustration parce que sinon… N'est-ce pas? Et en plus, il y a avec…
Je voulais juste ajouter, que, oui, je voulais juste ajouter que cette initiative, cette conférence caribéenne, c'est l'image, les femmes doivent donner cette image de la Caraïbe soudée. Et voilà, et c'est très, très bien. Je suis très, très contente. Et les femmes du Combit, nous sommes toutes très fières de ce panel caribéen. Haïti, Martinique, Guadeloupe, c'est super, vraiment super. Merci Sabine. Merci pour l'invitation. Bye bye. Bonne soirée, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.